Salut à tous, bienvenue sur Stop Go pour ce nouvel épisode où on va parler un petit peu de l'actu de l'hiver depuis la dernière fois qu'on s'est vu. On va aussi parler des nouvelles monoplaces 2023 qui ont été présentées il y a quelques jours pour certaines. Et on va aussi faire un petit peu quelques petites prédictions sans prise de tête sur cette saison 2023. Avant toute chose, sachez que le podcast est désormais disponible en version audio uniquement, donc sur toutes les plateformes, Apple Podcast, Deezer, Spotify, etc. Donc vous pouvez maintenant l'écouter absolument partout avec vous. Et sinon, la version YouTube en vidéo est toujours disponible, bien sûr. On attaque tout de suite avec la première info qu'on a eue depuis la dernière fois qu'on s'était vu. C'est tout simplement l'arrivée de James Valls chez Williams à la place de Jost Capito. On s'était quitté effectivement sur ce jeu de chaise musicale avec tous les teams principaux qui avaient donc été engagés par Mattia Binotto lorsqu'il avait quitté Ferrari à la fin de l'année 2022. Et on était resté un petit peu sans réponse pour du coup le poste de team principal chez Williams. C'est James Valls, donc ex-Mercedes, directeur de la stratégie chez Mercedes depuis de nombreuses années maintenant, qui part donc pour diriger l'équipe de Grove. Alors, c'est intéressant de voir James Valls sortir. Je le crois très qualifié pour ce job. Par contre, ça va être un petit coup dur pour Mercedes parce que c'était quand même un homme très important dans l'équipe. Comme je disais, directeur de la stratégie, qui a sorti au fil de ses années chez Mercedes de sacrés masterclass stratégiques. Et je pense qu'il va manquer. Il était très proche de Toto Wolff aussi. Mais il va pouvoir un peu compter sur lui comme je pense, une sorte de mentor pour essayer de guider Williams. Alors, ça me fait penser, j'en avais parlé sur Instagram, d'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre, voilà, petite hashtagade. J'en avais parlé du coup sur Insta, effectivement, où ça reste quand même, ça me rappelle pas mal la situation de Padilov, qui était directeur sportif, je crois, ou directeur technique, je sais plus, chez Mercedes, qui était parti fin 2016 de Mercedes justement pour prendre la tête de Williams en tant que team principal. Ça avait pas super bien marché, il était parti fin 2020, je crois, si je ne m'abuse, mais il était parti quelques saisons plus tard, et depuis, il est plus du tout en F1. Donc ça avait été compliqué pour lui, même si c'était quelqu'un de très bon aussi. Mais malheureusement, à l'époque c'était encore géré par la famille Williams, donc c'était différent de maintenant. Mais c'est vrai qu'il n'avait pas réussi en fait à redresser l'équipe, puisque manque de budget, etc. Ça avait été très compliqué. Donc un gros challenge pour James Valls, mais qui lui permet aussi de prendre un nouveau step dans sa carrière et de devenir donc team principal. Je trouve que c'est une bonne chose pour lui. On verra si il a plus de succès que son ancien collègue chez Mercedes. On a appris aussi une autre grosse nouvelle qu'on a pu apprendre durant l'hiver. C'est tout simplement l'arrivée de Ford avec Red Bull, alors en partenariat avec Red Bull Powertrain. Donc l'association donne Red Bull Ford Powertrain à partir de 2026. Ford et Red Bull s'associent donc pour la partie moteur à compter de 2026. Quid de Honda qui est listé parmi les motoristes voilà, en 2026 et qui pour l'instant n'a pas d'équipe, puisqu'on peut se douter que Red Bull Ford ça va motoriser et Red Bull et AlphaTauri, et on va se retrouver avec Honda qui pour l'instant ne motorise personne et est bien inscrit en tant que constructeur motoriste pour l'année 2026, enfin à compter de 2026. Donc voilà, ça va être intéressant de voir. Alors il y a des rumeurs sur un retour de McLaren Honda. Zak Brown pas un peu esquivé la question pendant le lancement de la nouvelle McLaren, mais en tout cas, pour l'instant, ça laisse Honda un petit peu dans la mouise, j'ai envie de dire. Pendant ce temps-là, Red Bull Ford, qu'en penser, je sais pas. Alors c'est intéressant dans le sens où ça prouve que la F1, voilà, Audi, Ford maintenant, on sait que Andretti, Cadillac sont intéressés aussi de rejoindre la F1, donc ça montre aussi que la F1 attire beaucoup, donc ça c'est une bonne chose forcément. Par contre, après, l'apport que va pouvoir avoir Ford pour Red Bull, je vois pas trop, j'avoue. Je comprends l'intérêt de Ford de s'associer à Red Bull, puisque ils vont leur rapporter déjà beaucoup d'images, parce que voilà, ça va arriver en F1. Ils savent qu'avec Red Bull, ils ont une grande chance d'être devant, donc ils vont pas non plus, c'est pas comme s'ils allaient motoriser As, quoi. D'un autre côté, ils vont aussi apprendre beaucoup en R&D pour leur voiture électrique ou hybride, donc ça va être aussi très intéressant. Ford, je pense, va beaucoup se servir de ça, et va pouvoir aussi jouer d'un point de vue commercial et juste de communication, hein, dire, voilà, nos moteurs sont en F1, ils sont hybrides, ils marchent très bien, achetez nos Ford. Alors que bon, ça reste une association Red Bull-Ford, c'est pas Ford qui va développer un moteur à partir de rien. Donc je pense qu'il y a plus d'intérêt aujourd'hui pour Ford de s'associer à Red Bull que l'inverse, mais en tout cas ça donne aussi à Red Bull un grand nom. Eux qui quittent Honda, enfin qui se sont séparés de Honda puisque Honda avait décidé de partir fin 2021. Je pense que c'est aussi dans leur intérêt de s'associer à une grande marque. En tout cas c'est une bonne nouvelle puisque ça montre que la F1 attire, et puis ça va faire un petit peu plus de visibilité. Voilà, donc ça c'est très bonne chose. On a eu l'occasion donc de voir un petit peu ce partenariat pendant la présentation de la nouvelle Red Bull, dont on va reparler plus tard. On a aussi appris, on s'était quitté en apprenant que Mick Schumacher
avait signé chez Mercedes en tant que pilote de réserve et troisième pilote. On a appris pendant l'hiver, du coup, que Mick Schumacher allait aussi être troisième pilote, pilote de réserve, en tout cas, pour McLaren. Alors un peu à la Nyck de Vries, hein, on devrait le voir dans pas mal de baquets des écuries motorisées Mercedes. C'est plutôt une bonne chose parce que ça veut dire qu'il va pouvoir rouler, en tout cas il y a plus de chances de rouler. Alors on va pas souhaiter aux différents pilotes de ces équipes de choper le Covid ou de se faire mal, mais en tout cas, voilà, ça lui donne des opportunités. La dernière chose qu'on a appris, malheureusement pour lui, c'est le petit accident, alors apparemment rien de dramatique, de Lance Stroll, qui s'est fait mal en vélo. Alors je sais pas ce qui s'est fait, mais en tout cas, il loupera les essais hivernaux qui commenceront donc dès demain, à l'heure où j'enregistre. Et il sera remplacé par Felipe Drugovich, champion de F2 en titre, qui avait été, on l'avait vu en fin d'année dernière, qui avait été intégré à la nouvelle académie créée pour l'occasion, à la nouvelle académie Aston Martin. Donc intéressant de voir ce qu'il va faire un petit peu. Et puis surtout d'épauler un Fernando Alonso. Pour l'instant, on n'a pas plus de nouvelles que ça. On sait que ce sera à l'heure actuelle juste pour les essais hivernaux. Mais suivant l'état de Lance Stroll, s'il n'est pas remis, ça pourrait être peut-être aussi pour le Grand Prix de Bahreïn, sachant qu'en plus, il est juste après, il est la semaine prochaine, donc ça arrive très vite quand même. On va maintenant s'attaquer aux voitures, aux différentes monoplaces qui ont été présentées cet hiver. La première à avoir ouvert le bal, c'est As, avec donc sa nouvelle monoplace, qui change un petit peu niveau livret, beaucoup plus de noir. On accueille aussi un nouveau sponsor titre qui va leur faire du bien niveau budgétaire, puisque pour la première fois, As va pouvoir atteindre le plafond budgétaire. Et on est donc sur une livrée un petit peu différente, beaucoup plus de noir. On sait qu'avant c'était plutôt le blanc qui était dominant. Alors, est-ce que tout ce noir sera remplacé par du carbone brut pour gagner du poids au fur et à mesure qu'on va avancer dans la saison? Peut-être même dès Bahreïn. En tout cas, c'est une monoplace qui est assez intéressante, qui reste simple, qui s'inspire un petit peu de certains concepts de Ferrari, notamment la cheminée, qui ressemble beaucoup aux cheminées Ferrari des années précédentes. On a eu le droit à un modèle 3D un peu particulier, j'avoue. Quand il est sorti, je me suis dit que c'était un mix avec du neuf et un peu de vieux, quoi, un peu de l'ancienne voiture, un peu de nouveau. Et en fait, bah, la voiture, quand elle est sortie, puisqu'après ils l'ont fait rouler pour des filming days, donc pour tourner des vidéos publicitaires, etc. Ils l'ont fait tourner quelques jours plus tard à Silverstone, et en fait c'était la même voiture. On a donc le capot moteur qui a une petite séparation au-dessus du numéro 20 de Kevin Magnussen, là sur l'image. Et donc il est légèrement décollé. Je sais pas à quoi ça peut servir, honnêtement. Là tout de suite, je suis pas aérodynamicien, donc j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est assez intéressant de voir cette découpe. C'est la première fois qu'on voit ça, surtout que juste en dessous, ça fait plutôt une bosse juste avant la sortie d'échappement. Donc est-ce qu'il y a des systèmes qui sont logés là ou est-ce que c'est juste de l'aéro pur? Je sais pas. En tout cas, la Haas reste simple, reprend un petit peu le concept de baignoire et de sidepods assez imposant qu'avait Ferrari l'année dernière. Mais voilà, pour l'instant, c'est tout ce qu'on peut dire. Ça reste une voiture assez simple. Une livrée qui change, j'aime bien. Voilà, après, les livrées, c'est les goûts et les couleurs. Alors, beaucoup, ça a été un peu le running gag cet hiver. Beaucoup se sont plaints que les voitures ne changeaient pas de livrée, certaines. Je pense à Red Bull notamment. Bah, j'ai envie de dire, pourquoi changer ce qui n'est pas cassé? Voilà, si ça marche bien, pourquoi pas? Je veux dire, la Ferrari, même si la livrée change, a toujours été grosso modo la même depuis 40 ans. Donc voilà, c'est un petit truc. J'ai pas trop compris pourquoi les gens s'énervaient, puisqu'en plus, quand il y a du changement, par exemple pour AlphaTauri, on va en reparler, beaucoup ont été très déçus de la livrée. Alors je suis d'accord, elle est pas très belle, mais bon, ça c'est pas grave. En tout cas, pour As, qu'est-ce que je peux prédire pour As, honnêtement? Je m'attends pas à une saison incroyable. Je pense qu'ils vont faire un peu comme cette année. Alors, ils vont avoir deux pilotes expérimentés qui sont capables d'aller marquer des points quand il faut, des gros points d'ailleurs. Ils vont forcément apporter un petit peu plus qu'à Mick Schumacher qui faisait encore des erreurs l'année dernière, mais qui avait quand même une bonne pointe de vitesse. Donc ça va être intéressant de voir aussi ce qu'ils vont être capables de faire, ce que le duo de pilotes va être capable de faire. En tout cas, la Haas en elle-même et leur saison, moi je m'attends à une saison assez dans la continuité de ce qu'on a vu. Je les vois pas bondir au classement, je les vois pas aller tout au fond non plus. Ça, on va reparler après, mais je pense connaître déjà la voiture du fond de gris pour l'année prochaine. Mais voilà, en tout cas, je pense une saison plutôt dans la continuité pour As. En tout cas, j'espère pour eux que ça va plutôt bien se passer. Mais pas d'éclat. Enfin, j'ai pas l'impression. Après, c'est des prédictions, elles sont à prendre ou à laisser.
C'est Red Bull qui a suivi en deuxième le bal des présentations avec une présentation interminable de je sais plus combien d'heures, mais ça m'a semblé être une semaine complète où on a parlé de tout, de rien. On a accueilli des athlètes Red Bull qui semblaient pas connaître la Formule 1. On a parlé à des gens qui ne voulaient pas monter sur scène. Coucou Stefano Domenicali. On a demandé à Daniel Ricciardo de faire le pitre, j'ai envie de dire. Alors ça faisait plaisir de revoir Ricciardo en tenue Red Bull, bien sûr. Mais bon, en tout cas, on a passé beaucoup de temps avec des questions qui avaient ni queue ni tête, posées à Christian Horner qui semblait répondre, mais en se disant mais qu'est-ce qu'il me demande, avec l'intervention donc du nouveau CEO, du CEO actuel de chez Ford, qui ont discuté un petit peu avec Christian Horner sur scène de ce partenariat justement Red Bull Ford, et toutes ces longues heures pour arriver à la voiture de l'année dernière, avec une livrée qui a quasiment pas changé, qui est juste un petit peu plus foncée sur le bleu, j'ai l'impression. Et puis voilà. Et depuis, on n'a rien vu. Voilà, abonnez-vous. c'est ça, Red Bull. Voilà, pour l'instant, on n'a rien vu, effectivement, puisqu'ils sont sortis en piste quelques jours plus tard à Silverstone aussi pour un filming day. Sauf qu'ils n'ont absolument rien révélé. Et contrairement à Alpine, la voiture n'a pas fuité. Donc, on ne sait pas grand-chose de la Red Bull. On attend de voir demain matin, pour voir un petit peu ce que ça va donner Red Bull. Mais là, pour l'instant, j'avoue que, à part une livrée qui n'a pas changé sur un modèle de l'année dernière, on ne sait pas grand-chose. Alors, j'ai envie de dire, on a un peu l'habitude, parce que la livrée, ça fait un moment qu'elle n'a pas changé. Et aussi, l'année dernière, ils nous avaient quand même présenté la voiture sur la maquette de la F1. Donc, Red Bull n'est pas trop chaud en général pour montrer leur principe aérodynamique, etc., avant le début des essais hivernaux. En tout cas, là, cette année, c'est clair qu'ils nous ont absolument rien donné à se mettre sous la dent. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Pas grand-chose. Je les vois plutôt performants, hein, ça c'est clair. Hein, ça va être les hommes à battre. Ils vont avoir pour la première fois une cible dans le dos. Hein, voilà, cette année, ils ont vraiment, l'année dernière, pardon, ils ont tout gagné, des records, le titre constructeur, le titre pilote avec beaucoup d'avance, etc. Donc ils vont vraiment être dans une situation de chasser et non plus de chasseur. Ils rentrent dans cette saison 2023 avec clairement le titre de leader naturel et c'est vraiment les hommes à battre. C'est-à-dire qu'on arrive en disant c'est eux qui devraient gagner normalement et nous on vient là pour essayer de les battre. Alors Ferrari et Mercedes vont s'y atteler. Mais en tout cas, Red Bull rentre vraiment en favori absolu dans cette saison 2023. Donc on va voir comment ils vont gérer ça. Vu leur saison de l'année dernière, je pense qu'ils vont plutôt très bien le gérer. La troisième voiture qu'on a pu apercevoir lors de ces dévoilements de 2023, c'est la monoplace de Williams. Williams qui présente donc sa nouvelle voiture. Alors, j'ai pas tout compris. Je sais pas si la livrée présentée le jour vraiment de la présentation, ça m'a l'air d'être sur une voiture de l'année dernière, d'une voiture 2022, mais vraiment tard dans la saison, c'est-à-dire vraiment les dernières évolutions. Parce qu'en tout cas, donc on a eu une livrée qui évolue un petit peu. Alors beaucoup de gens se sont plaints, ont été choqués par l'intégration de la petite pile Duracell sur la cheminée. Alors moi j'ai pas compris, parce que c'était déjà là l'année dernière en fait, et l'année dernière personne n'avait remarqué. Alors au lancement de la voiture c'était pas le cas, mais au cours de la saison ils avaient légèrement modifié le truc, et effectivement c'était vraiment comme ça quoi, une pile Duracell. Alors bon on trouve ça joli ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas voilà, ça m'a fait rire de voir tout le monde s'exciter là-dessus, alors que c'était déjà là l'année dernière. En tout cas la livrée évolue un petit peu, pas énormément, mais voilà. Elle est mate, comme beaucoup de livrées maintenant. C'est Ferrari un peu qui avait lancé la mode en 2019, si je me souviens bien. Effectivement, la peinture mate, ça permet de ne pas avoir de vernis, et c'est donc plus léger. Et vu que là, on se rue sur la légèreté en ce moment, on devrait voir beaucoup de livrées mat cette année. Mais on va en reparler avec Mercedes. On va voir aussi beaucoup de carbone, malheureusement, cette année, pour ceux qui sont fans de livrées. Cette année, il va pas y avoir beaucoup de couleurs, à mon avis. Mais en tout cas, voilà, la nouvelle monoplace Williams qu'on a eu l'occasion de voir rouler, encore une fois, à Silverstone quelques jours plus tard. Et donc là, cette fois-ci, la vraie voiture. Donc on a eu quelques clichés à se mettre sous la dent. Et on voit une voiture qui reprend un petit peu des concepts Alpine. Beaucoup de voitures ont repris le concept Alpine avec ces baignoires à la mode Ferrari, mais beaucoup plus resserrées, qui tombent très vite vers le bas du plancher et qui sont pas mal guidées. Donc on a des voitures qui sont un peu plus agressives cette année, c'est vrai, au niveau des pontons et même du capot arrière. Et ça, c'est un peu une nouveauté qu'on a vu chez pas mal d'équipes. Ce capot arrière qui fait deux saucisses, j'ai envie de dire, c'est pas très sexy, mais voilà, qui descendent, qui partent presque dans le prolongement du halo et qui descendent jusqu'à la B-wing, donc le petit aileron qui a sous
l'aileron arrière, c'est-à-dire qu'il y a le plan principal là-haut, et ensuite la B-Wing, c'est la petite aile qu'il y a en dessous. Et donc l'air qui est amené jusqu'à cette B-Wing par ces deux saucisses, on a retrouvé ça sur beaucoup de voitures, sur la Williams notamment, sur la Mercedes, c'est vraiment très très accentué, on l'a vu notamment sur certains on-board. Donc intéressant de voir à quel point c'est efficace. En tout cas, la lecture que j'en ai, c'est que c'est pour amener l'air sur cette fameuse B-Wing, et pour aussi guider l'air peut-être par le dessous, essayer de canaliser, faire une sorte de tunnel avec les baignoires, les bassines des pontons. En tout cas, c'est une nouveauté qui a l'air de marcher, puisqu'on l'a vu sur beaucoup d'équipes cette année, et notamment sur cette Williams. Bah, je pense que ça va être eux quand même au fond de la grille. J'ai peu d'espoir parce que j'ai pas l'impression que ça ait beaucoup évolué. J'avoue, je suis un peu dubitatif sur Williams. Ils ont une voiture qui correspond au code et qui reprend pas mal de concepts comme j'ai dit précédemment d'autres équipes. Mais j'ai du mal à les voir évoluer. Alors peut-être que je me trompe, hein, et j'espère pour eux que je me trompe. Après, il faudra bien un dernier quand même, mais j'avoue que je les vois pas remonter. Là tout de suite, surtout qu'il y a d'autres équipes que je vois un peu plus en haut du plateau cette année. Donc ouais, Williams, je pense que ça va être difficile encore pour eux. Je les vois derrière As. Et moi, je verrais bien As en avant-dernier ou se battre avec Alfa Romeo, mais on va en reparler. Justement, Alfa Romeo, quand on parle du loup, ça a été eux, les 4e à dévoiler leur monoplace. Alors, une livrée très sympa. Je crois que la F1 a fait un sondage, elle a fini 3e, je crois, 3e plus belle livrée selon les fans. Alors, la livrée est très sympa. On profite du coup de mettre pas mal de noir justement pour en faire du carbone, hein, à mon avis. C'est une voiture qui a évolué pas mal, qui reprend un petit peu des petits éléments par-ci par-là qui sont d'autres équipes, de Ferrari notamment. Moi, je pense surtout à l'aileron avant, qui du coup a ces petits appendices aéros qui relient le plan principal au deuxième plan. Et ça, c'est très intéressant parce que Mercedes avait ramené un concept un petit peu similaire l'année dernière, qui avait été interdit par la FIA, ça reprenait un petit peu le concept qu'on avait sur les anciens ailerons. Et donc, c'était des petites ailettes pour générer des petits vortex. Et ce concept avait été tout simplement banni et interdit par la FIA. Sauf que dans le règlement, c'est bien marqué qu'on a le droit d'avoir des appendices qui relient les plans entre eux, les plans de l'aileron avant, puisque forcément sinon ils tiennent pas. Et Alfa Romeo, alors on va dire que c'est moins visible que Ferrari, ils ont moins exagéré le truc, mais c'est vrai que Ferrari notamment, on va en reparler sur la fin, ont vraiment profité de ces attaches pour en faire vraiment de vrais éléments aérodynamiques. Et ça respecte la réglementation puisqu'on a le droit, et on est presque obligé d'avoir ces petits éléments qui viennent relier les plans de l'aileron avant. Donc ils ont joué un petit peu à reprendre le concept de Mercedes, mais le faire de manière qui passe au niveau du règlement, et Alfa Romeo l'a fait aussi, même si c'est dans une moindre mesure. J'ai été très étonné par contre de voir Alfa Romeo garder ce concept au niveau de la cheminée. L'arceau reste un seul morceau vertical, alors que la réglementation avait évolué justement après le crash de Joe, qui justement sur l'Alfa Romeo, on avait bien vu que l'arceau avait pas du tout tenu, et c'était grâce au halo que la tête de Joe avait pas touché le sol. Un peu étonné parce que la FIA justement avait fait évoluer le règlement, de ce que j'avais compris, de ce que j'avais lu, avait obligé, on va dire, les équipes à avoir un arceau en U ou en V au moins, mais donc en deux morceaux, on va dire avec deux verticales. Et là, on conserve un aileron avec un plan unique, enfin une verticale unique au milieu. Alors, s'il est là, c'est qu'il a passé les crash tests, hein, donc c'est qu'il est légal et qu'il a dû être renforcé, on va dire, par rapport à l'année dernière. Mais voilà, en tout cas, Alpha qui conserve donc par la même occasion ce concept de cheminée qui est divisé en 4 entrées. Et au niveau des pontons, c'est assez simple. Ils sont pas tellement creusés, ils reprennent pas vraiment de concept particulier. Ils descendent assez vite, ça c'est vrai, mais ils reprennent pas du tout le concept Ferrari ou même Alpine d'être creusé au milieu. Donc ça voilà. En tout cas, on retrouve également les deux saucisses là qui ramènent jusqu'à la B-Wing. Ça c'est intéressant. Et aussi le jour du launch, on a bien vu sur les 3D présentés par Alpha, ce fond plat un peu fou avec toutes ces petites ailettes qui ont pour objectif, je pense, de générer des vortex vers le sol et donc d'enfermer, de créer cet effet un petit peu jupe latérale qu'on avait dans les années 80 pour générer le maximum d'effets de sol et faire fonctionner au mieux cet effet de sol. On les a pas vus quand Alpha a fait ses filming days à Barcelone, on les a pas vus. On n'a pas vu le même fond plat, et c'était un fond plat beaucoup plus simple, on va dire, sans ces ailettes. Est-ce que c'est autorisé ou interdit par la FIA? Je ne sais pas. En tout cas, la FIA interdit que les jupes descendent physiquement
dessous le fond plat, comme on faisait à l'époque. Et donc c'est pour ça qu'on a cette technique, parce que du coup les ailettes sont au-dessus du fond plat, donc techniquement elles descendent pas, elles génèrent un vortex qui permet d'enfermer, on va dire, avec un flux d'air, ce fond plat sur le sol. Donc ça va être intéressant de voir si c'est conservé ou pas. Ça reste des rendus 3D, donc des fois les équipes peuvent jouer un petit peu. Et puis des fois aussi, on fait en sorte de mettre un truc un peu gros à un endroit, comme ça tout le monde regarde là et voit pas ce qu'il y a ailleurs. Donc voilà, on verra bien. Alfa Romeo, moi je les vois sur une saison assez similaire à cette année. Le truc, c'est qu'il y a de la concurrence quand même. Je pense qu'ils vont quand même être devant AlphaTauri. Voilà. Mais ça devrait pas se battre avec McLaren, Aston et Alpine. Je pense que ça va quand même rester derrière ces trois équipes-là. Mais en tout cas, on verra bien tout au long de la saison. C'est AlphaTauri qui les a suivis juste derrière, avec une présentation à l'opposé complète de leur grande sœur Red Bull, puisque là, ça a été une présentation de 3 minutes, même pas, montre en main, où il y a eu juste une petite vidéo de la voiture, hop, un zoom, tac, voilà Yuki, Nick, super, c'est la voiture, et avec des mecs derrière, enfin des mecs et des filles d'ailleurs, je sais même plus, je me rappelle même plus, mais en tout cas des mannequins derrière qui portaient des tenues AlphaTauri. Et voilà, c'est tout. Fin de la présentation. Ciao, bye bye. Alors, encore une fois, cette voiture, on a eu l'occasion de la voir en plus ample détail, j'ai envie de dire, sur des vues 3D. Ça reste des vues 3D, donc est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, on ne sait pas. Ça reste très similaire à ce qu'on a vu l'an dernier. Encore une fois, les deux saucisses, alors on va beaucoup parler de saucisses, je suis désolé dans ce podcast, mais je ne sais pas comment les appeler autrement, qui redescendent donc vers la B-Wing, qui sont plus basses par contre par rapport aux autres équipes. Elles partent pas vraiment dans le prolongement du halo, mais on voit qu'elles partent plutôt au niveau du headrest qui fait le tour de la tête du pilote. Et au niveau des pontons plutôt simples qui descendent de manière assez douce, on va dire, au niveau de la pente. Enfin, ça descend pas de manière brute juste derrière comme on pourrait le voir sur la Red Bull. Là, c'est plutôt des gros pontons en fait, et qui m'ont pas l'air très détaillés. Alors, encore une fois, c'est les vues 3D, donc il faudra attendre de voir la voiture demain à Bahreïn pour se faire vraiment une idée. Mais pour l'instant, voilà une voiture qui reste très simple, une livrée que j'aime pas du tout. Voilà, désolé, mais Alpha nous a habitués à de très belles livrées, je trouve, depuis leur arrivée en F1. Depuis donc ils ont repris, enfin que ça a changé de nom chez Toro Rosso. J'ai toujours trouvé les livrées très sympas. En général, chaque année, ils intervertissent le bleu et le blanc. Et ben là, ça marche pas du tout. Alors, c'est dû principalement au sponsor Orlen, donc sponsor qui quitte l'écurie Alfa Romeo pour rejoindre AlphaTauri. Et bah du rouge avec ça marche pas. Et puis en plus, en fait, c'est juste que le rouge est pas du tout. Le rouge, ils l'ont même pas réfléchi. Enfin, j'ai l'impression qu'il est même pas réfléchi pour être intégré. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'ils ont fait la livrée. Et puis à la fin, il y a Orlen qui est arrivé, qui a signé le chèque et qui a fait les gars, il n'y a pas de rouge sur la voiture, comment ça se passe? Et on a rajouté, on va mettre un peu de rouge là, et puis un peu de rouge là, et puis voilà, on va mettre le halo en rouge, et puis ciao. Voilà, sur l'aileron arrière, ça passe, même si c'est pas très beau, ça passe parce que c'est avec du noir. Mais par contre, sur les côtés, là, sur les bargeboards, enfin sur le début du fond plat, je trouve ça vraiment dégueulasse. C'est-à-dire, c'est vraiment un rectangle rouge, quoi, sur du carbone. Alors en même temps, on n'a pas envie de mettre trop de peinture, parce qu'encore une fois, on va chercher la légèreté au maximum sur les peintures. C'est environ 6 kg, voilà, pour vous donner un ordre d'idée. On a environ 6 kg de peinture sur une monoplace. Donc ça commence à faire des belles secondes de gagner autour 6 kg. C'est, enfin, pas des secondes peut-être, mais ça commence vraiment à faire de gros dixièmes. Donc c'est pour ça qu'on voit au fur et à mesure des voitures qui enlèvent de plus en plus de peinture et qui laissent apparaître le carbone brut comme ça. Donc c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas vu plus de rouge sur cette monoplace. En tout cas, ça m'a permis de me rendre compte que le bleu, le blanc et le rouge, alors c'est dommage pour notre drapeau, mais là le bleu est pas vraiment le même. Mais en tout cas, ce bleu, vraiment ce bleu marine foncé avec le blanc et le rouge, ça va pas du tout ensemble. Voilà, c'est vraiment pas du tout ensemble. J'aime bien le petit design des jantes, ils ont tenté un truc sur les jantes. Mais sinon, voilà, AlphaTauri, encore une fois, je pense que ça va se battre plutôt avec Alfa Romeo que d'aller chercher les équipes de devant. J'ai l'impression, et on va en parler tout de suite, on va passer à McLaren, mais McLaren, j'ai l'impression que ça va se retrouver un peu dans un no man's land entre les deux, quoi, entre Aston. Moi, je vois vraiment Aston Alpine se battre. Et McLaren, alors, une voiture
beaucoup de carbone pour le coup. Si on parle de livret, là, il y a énormément de carbone. Ça fait penser vraiment à l'année dernière, enfin la voiture de la fin d'année dernière plutôt. Donc avec énormément de carbone, une voiture. Encore une fois, dans l'évolution de ce qui se faisait, on retrouve les fameuses saucisses, un ponton plus dessiné pour le coup, un peu à la mode Red Bull, qui descend assez franchement et qui est vachement sculpté, on va dire, pour être on sent qu'il veut, la volonté c'est qu'il soit le plus fin possible. Et il est surtout très creusé en dessous de ce ponton. Mais sinon, bon, chez McLaren, je le sens pas. Alors, on voit sur les différentes 3D là, un dessin de suspension qui est assez impressionnant, suspension à tirant à l'avant, et surtout des montants, enfin des triangles qui sont posés super haut, je trouve. Voilà, les montants supérieurs des suspensions, les bras supérieurs, pardon, sont vraiment très très hauts et viennent presque se coller, au lieu de se coller au lieu de rentrer sur la carrosserie, sur les côtés du museau, ils viennent vraiment sur le dessus du museau, c'est assez impressionnant. On a un peu la même chose chez Mercedes. Voilà, c'est intéressant de voir ça aussi. Je pense qu'on se sert beaucoup de ces bras de suspension pour diriger l'air vers les pontons, vers le fond plat, etc. Donc ça aussi, ça joue un rôle aérodynamique très très important. Et on le voit cette année puisque les bras de suspension sont vraiment posés à des hauteurs différentes. On a aussi des concepts différents. On va le voir après sur la Aston Martin qui va suivre. On a des suspensions à poussoir. On est plutôt sur des suspensions à poussoir à l'avant en général. Donc pour reconnaître, c'est facile, les suspensions à poussoir, vous avez les triangles, enfin vous avez les bras de suspension qui sont en triangle pointant vers le haut. Et sur la McLaren, vous voyez bien que les bras de suspension pointent vers le bas. Voilà, c'est vraiment la façon, vraiment la simplification maximum. Mais en gros, l'avantage des suspensions attirantes, c'est que ça permet de descendre de baisser le centre de gravité de la voiture, puisqu'on les ressorts se retrouvent plutôt vers le bas de la coque, alors que les suspensions à poussoir, elles, se retrouvent plutôt vers le haut, mais sont, si j'avais bien suivi l'explication la dernière fois, ont quand même des fois un petit gain aéro. Ça dépend en fait comment tu. Les deux marchent, on va dire. Les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. Ça va dépendre vraiment plutôt de ta philosophie aéro et où tu veux que les bras passent à travers ton flux d'air. Parce que sinon, objectivement, les deux sont aussi bonnes l'une que l'autre. Voilà, en termes de concept. Donc McLaren, j'avoue que je le sens pas trop. Eux-mêmes, j'ai l'impression qu'ils le sentent pas en fait. C'est ça qui me fait douter, c'est que là où on voit, tu vois l'Aston Martin, tu vois le launch de l'Aston Martin, tu vois vraiment Lawrence Stroll qui monte, qui dit on sera jamais satisfait tant qu'on gagnera pas. Alonso qui dit ouais, on est là pour la win, on va pas célébrer une 5e place et tout. Et chez McLaren, ils sont en mode ouais, bah, on se mouille pas trop, je sais pas, peut-être. Donc j'avoue, je les sens pas. Je sais pas, j'ai pas le feeling avec McLaren cette année. Ils ont fini l'année dernière, c'était dur, on va dire. Ils se sont fait battre par Alpine. On va dire assez durement, même si en termes de points, la différence n'est pas énorme, parce que, bon, disons que chez McLaren, ils avaient Ricciardo qui marquait pas de points. Chez Alpine, ils avaient la voiture d'Alonso qui tombait toujours en panne. Donc les deux ont eu leur petit enclume à traîner. Mais en tout cas, je sais pas, j'avais l'impression que l'année dernière, en fin de saison en tout cas, McLaren, ça semblait difficile. Même s'ils ont fait de belles courses par moment, en termes de performance pure, on le voyait en qualif, etc. C'était compliqué. Donc, je les sens pas. En tout cas, on va passer à Aston Martin, qui eux, je les sens chaud patate, voilà, parce que pour le coup, comme j'ai dit, le launch de l'Aston, c'est une autre ambiance, quoi. Clairement, alors, bon, Lawrence Stroll, le grand méchant James Bond, qui arrive comme ça avec son gros costume, il fait peur à tout le monde, moi, il me terrorise perso cet homme, sur la scène pour nous présenter donc la nouvelle Aston Martin de cette année, une voiture qui évolue bien par rapport à l'année dernière, qui est plus agressive, notamment au niveau des pontons qui sont très creusés et vraiment très très. Autant l'année dernière on avait vraiment copié Red Bull, autant cette année c'est vraiment très très inspiré d'Alpine, avec des pontons très creusés mais très fins, donc des baignoires vraiment très fines qui amènent l'air vraiment très bas sur le fond plat à l'arrière et qui par le dessous. Au niveau des entrées d'air des radiateurs sont très creusés, un peu à la mode Red Bull là pour le coup, donc c'est un peu un mix, un savant mélange des concepts qui marchent. C'est de bon augure je trouve pour Alpine, et je l'avais dit sur Instagram, je pense que c'est de bon augure pour eux de voir autant de gens reprendre leur concept, ça veut dire que ça marche.
En tout cas, c'est le cas d'Aston Martin qui reprend donc ce concept avec des suspensions à poussoir, là on le voit, et encore les deux saucisses, voilà. Encore une fois, le podcast barbecue. Donc les deux saucisses qui partent pour le coup d'un peu plus haut et qui redescendent encore une fois sur la B-Wing. Donc un concept qu'on devrait voir beaucoup cette année, je pense, et sur la majorité des monoplaces. Bon, la Stone niveau livrée, elle est magnifique. Enfin, moi j'adore, hein, la livrée, elle est très. Depuis le départ de BWT, où on avait ce liseré rose qui était absolument immonde, qui a été remplacé par le liseré un peu fluo comme ça, très Aston Martin en endurance. Ils avaient un peu les mêmes livrets comme ça, hein, ce fluo AMR là, qui est très très sympa et qui va super bien avec le vert plus foncé de l'Aston. Donc niveau livré, pour moi c'est un 9 sur 10. Je commence à donner des notes voilà, au milieu du podcast, mais j'aime bien. Ça fait bizarre de voir Fernando Alonso, enfin ça fait pas bizarre de voir changer d'équipe parce qu'il change tous les 2 ans, mais en tout cas ça fait un peu bizarre de le voir à la place de Sébastien Vettel, donc dans cette tenue Aston Martin. En tout cas lui il a l'air chaud. Il n'a pas manqué de lancer des gigapics des enfers à Alpine pendant la présentation en disant que eux, contrairement à d'autres, lol, suivez mon regard, ne vont pas se contenter d'une 4e place ou célébrer une 4e place. Ce à quoi Otmar Szafnauer, team principal d'Alpine, je crois, a répondu en disant qu'il était bien content, lui, de fêter la 4e place quand il était chez Alpine. Bon, voilà, ça s'envoie des pics, ça va continuer un peu pendant quelques temps, le temps que les deux se remettent de leur rupture. Mais voilà, en tout cas, c'était assez marrant de voir ça. Aston Martin, moi, je les sens très chauds. J'avoue, je les sens très chauds face à Alpine. Ça va faire une belle bataille, je pense, pour la 4e place. Je pense qu'il va manquer encore. Il va manquer de perfos pour aller chercher le top 3. Les 3 top teams devant, ils sont vraiment un cran au-dessus et ça va être difficile. Mais en tout cas, je les vois bien se battre pour la 4e place. Du côté d'Alpine, ça veut viser la 4e place, mais en étant plus proche quand même des 3 top teams. On verra ce que ça donne. Mais en tout cas, chez Aston, moi, je les sens vraiment le renouveau, quoi. Voilà. Et puis maintenant, ils peuvent quand même compter sur un Fernando Alonso qui va aller extraire 120% de la voiture, en espérant que Lance Stroll ne lui fasse pas des dingueries sur la piste. Voilà, coucou Lance, en tout cas, il sera tranquille pendant les essais hivernaux. On va passer à Ferrari maintenant. Ferrari qui a été l'avant-dernière à présenter sa monoplace et qui nous a, alors, bonsoir l'objectivité, qui nous a objectivement présenté, enfin, on va dire offert, le meilleur launch depuis plusieurs années, je pense. Ça se prend pas la tête. Parce qu'on a beaucoup critiqué les lancements cette année, on était en mode oui ça c'est trop long, ça c'est trop court, ça c'est trop ci, ça c'est trop là, on veut du technique mais pas trop parce qu'on comprend pas, donc bref, voilà les fans de F1 comme d'hab, hein, savent très bien se plaindre, mais j'ai trouvé le launch Ferrari parfait. C'était en vrai un petit peu long, je crois que ça a duré plus d'1 heure, mais pas interminable comme Red Bull où on parle pour rien dire et on interviewe des gens qui regardent la F1 depuis 2 ans et qui connaissent rien, et c'est pas grave de rien y connaître, mais je veux dire, passe pas 2 heures à interviewer quelqu'un qui ne connaît pas la F1. Tu veux qu'il te dise quoi? Oui, j'ai découvert le sport, j'aime bien, c'est tout. Enfin, ça m'avait énervé. Voilà, c'est pas grave. Chez Ferrari, on se prend pas la tête. Déjà, on est accueilli par un petit solo au violon suivi de l'hymne italien. Alors là, incroyable. Déjà, on était dans l'ambiance. Tribune remplie de tifosi à Fiorano. On est sur la piste, direct. Ça présente la voiture. On fait rentrer les pilotes, on leur dit ça va, c'est cool, c'était bien l'hiver. Fred, salut, c'est cool, t'apprends l'italien, allez ciao. On présente la voiture elle sort sur la piste, bam, on la voit en live. Incroyable. Incroyable. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? En plus, on fait un petit pile ou face pour savoir qui roule en premier. Alors, si vous n'avez pas la ref d'un Jean Todt qui fait ça au Dakar pour décider de la victoire chez Peugeot, moi je dis, mais la ref est incroyable. Il y en a beaucoup, j'en ai parlé avec un pote qui m'a dit non, mais t'inquiète, c'est pas ça, ils ont pas fait exprès et tout. Moi, je suis sûr et certain que ça a été un petit peu réfléchi. En plus, c'était l'idée de Fred Vasseur. Étant donné qu'on le compare toujours à Jean Todt, je pense qu'il y a eu un petit truc en disant allez, ça peut être marrant. Et en tout cas, c'est Charles Leclerc qui a gagné donc ce pile ou face et qui a eu l'occasion de rouler la Ferrari en premier. Donc on a eu l'occasion de voir la vraie voiture, non pas une vieille 3D dégueulasse. Et en plus de l'avoir roulée. Donc ça, c'est très très cool. Niveau livré, ça conserve quand même pas mal de rouge. Voilà, on n'est pas trop parti sur le délire carbone pour l'instant chez Ferrari. La Ferrari est assez légère, hein. L'année dernière elle était déjà assez légère, donc
pas besoin d'énormes gains. On a le retour du gros logo Ferrari en blanc cette fois-ci, qu'on avait vu en jaune lors du Grand Prix de Monza sur l'aileron arrière, ça c'est magnifique, tout le monde l'a demandé, Ferrari a écouté. Et niveau voiture, sinon, la Ferrari, belle évolution de l'année dernière, ça reste dans la lignée de ce qui s'était fait l'an dernier. Donc on garde le concept de baignoire, etc., qui sont quand même un peu plus fines peut-être que l'année dernière. Le ponton lui aussi est un peu plus fin et un peu plus creusé par en dessous. La Ferrari n'a pas de saucisse, pour l'instant en tout cas. Voilà, c'est la première que l'on voit. Mais par contre la Ferrari a quelques trucs, si on se penche un petit peu, qui sont assez intéressants, notamment donc l'aileron avant, dont on parlait tout à l'heure au moment de voir l'Alfa Romeo. Donc ces petits éléments aérodynamiques qui viennent relier les deux plans supérieurs de l'aileron avant, qui vont, je pense, être enfin, en tout cas, être un avantage, ça j'en sais rien, mais vont avoir un vrai impact aéro. Est-ce que tout le monde va les copier d'ici à Bahreïn? Je ne sais pas, on verra ça demain. Mais en tout cas, ou est-ce que Red Bull va tenter de les attaquer pour leur dire que c'est pas légal? Peut-être, ou Mercedes, je sais pas, hein, je vise personne. On a vu aussi, j'en ai pas parlé depuis le début, mais les nouveaux rétroviseurs qui sont plus gros que l'année dernière, ils sont beaucoup plus larges et un peu plus hauts pour améliorer la visibilité et éviter de faire des lens trolls. Je vais essayer de me calmer sur Stroll. Et qui vont donc avoir un gros impact aéro. Donc on va sûrement voir, là ils sont déjà très travaillés chez Ferrari, on va sûrement voir des rétroviseurs, pardon, j'ai du mal, de plus en plus travaillés au cours de la saison, je pense. Chez Ferrari, on a aussi une autre petite nouveauté qui n'a pas manqué d'être remarquée par les experts, c'est ce S-duct au niveau du ponton. Alors, pour expliquer, à l'époque, le S-duct, c'était un concept qui était apparu sur les ailerons avant. On prenait l'air tout en bas au niveau du museau et on lui faisait faire un S dans un tunnel à l'intérieur de l'aileron et on le faisait ressortir sur le dessus. Pourquoi? Le but était de prendre l'air un petit peu perturbé, on va dire, du dessous de l'aileron pour le ramener au-dessus et s'en servir déjà pour le canaliser et le rendre moins perturbé et pour le canaliser et l'envoyer derrière sur le reste de la monoplace. C'est un concept qu'on retrouve donc sur le ponton de la Ferrari. Alors les entrées cette fois-ci sont toujours en bas, juste en dessous des prises d'air latérales, donc des radiateurs, et l'air est amené juste au niveau des sorties dans la baignoire. Donc l'air arrive juste au niveau de la petite entrée, enfin de la petite sortie du coup verticale dans les baignoires. Intéressant de voir, en plus elle sort pile au niveau du flux d'air chaud. Donc ça va être intéressant de voir aussi si ce concept-là est conservé, s'il a un gros impact ou pas, parce que le S-Duct à l'époque dans les museaux, ça avait été, je sais plus qui l'avait amené en F1, mais ça avait été copié direct parce que ça marchait très bien. Est-ce que là aussi ça va être copié? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, Ferrari a fait preuve quand même de quelques petits éclairs d'ingéniosité pendant l'hiver pour nous ramener une voiture très travaillée, je trouve. Voilà. Donc Ferrari. Niveau prédiction, qu'est-ce qu'on peut dire? Je sais pas. J'aurais envie de les voir gagner, enfin. Mais bon, ça c'est, il va falloir voir. Je pense que la voiture sera là. Maintenant, il va falloir voir l'exécution en piste, la stratégie, les pilotes aussi, moins faire d'erreurs. Coucou Charles, ou même Carlos en début de saison, c'était aussi pas mal. Moins d'erreurs, meilleure exécution en piste, et puis on verra si ça suffit à aller chercher un titre. En tout cas, c'est sûr que ça va se battre pour le titre. Hein. Les trois top teams, pour moi, enfin, j'espère en tout cas, mais à mon avis, ça part quand même sur une bataille à trois. Ce qui serait très très cool. Chez Mercedes, et justement, on va en parler tout de suite, on est resté pendant la présentation assez évasif, on va dire. On veut faire mieux que l'année dernière, mais on n'est pas en mode non plus objectif titre. On est resté un petit peu réservé pour pas non plus faire de faux espoirs aux fans Mercedes. Et la Mercedes est donc de nouveau noire, comme en 2020 et en 2021. Cette fois-ci, non pas pour le mouvement Black Lives Matter, mais bien, enfin peut-être que ça en fait partie aussi, hein, mais c'est surtout pour le poids qu'on fait ça. Donc le retour de la Mercedes noire, tout simplement parce qu'elle n'est pas noire, elle est en carbone. Alors, actuellement, le capot moteur, donc le dessus du capot moteur et tout le museau sont noirs en peinture. Tout le reste, c'est du carbone brut, qu'on a l'impression qu'il est noir forcément parce que le carbone c'est noir, donc de loin ça fait l'effet. Mais si on s'approche, on voit bien sous le logo TeamViewer là,
juste au-dessus de Petronas. Vous voyez bien la délimitation entre la peinture et le carbone. Est-ce qu'au cours de la saison, on va voir le peu de peinture sur cette voiture complètement disparaître? C'est pas improbable. Mais en tout cas, Mercedes nous a expliqué rester originel, rester dans son concept originel avec cette livrée noire. Pourquoi? Vous le savez que les Mercedes, on les appelle les flèches d'argent. Tout simplement parce que les voitures, alors c'était il y a très longtemps, dans les années 50, les voitures alignées par Mercedes en Grand Prix étaient trop lourdes. Le directeur, le Toto Wolff de l'époque, je ne sais plus comment il s'appelle, avait décidé donc de retirer la peinture, de gratter la peinture. Et les Mercedes étant à nu, on voyait leur carrosserie aluminium, donc en alu brut. Les flèches d'argent étaient nées, surtout qu'après elles ont gagné. Et bien là, on fait la même chose. Et ça devient des flèches noires parce que, en fait, on gratte la peinture pour arriver au carbone. Encore dans un souci de légèreté. Donc, ça a été très bien amené niveau com par Mercedes pour dire, bon, voilà, on fait comme à l'époque. Sauf que cette fois-ci, c'est plus de l'alu, c'est du carbone. Donc, c'est noir. Voilà. En tout cas, je trouve ça marrant, le petit clin d'œil au passé. Et est-ce que ça va leur permettre d'être plus performants? On verra bien. En tout cas, ce qu'on peut voir, une fois qu'on a passé l'étape de la livrée, qui est très belle, d'ailleurs, je n'en ai pas parlé, mais je la trouve vraiment magnifique. Les zéro pontons, les zéro sidepods qui sont de retour. Voilà, l'année dernière, Toto Wolff nous avait dit qu'en mi-saison, ils avaient dit non, les gars, ça dégage, ça nous a saoulés. Alors, le problème de la monoplace de l'année dernière, c'était pas les sidepods, les zéro sidepods qu'on avait, les zéro pontons, mais c'était plutôt la traînée donc qui ralentit en ligne droite, contrairement à l'appui qui permet d'aller plus vite en virage. La traînée générée par la suite, derrière, on va dire, était problématique. C'était pas le problème, le problème venait pas forcément du concept en lui-même, mais plutôt de la façon dont il avait été fait par Mercedes. Cette année, on reprend donc le concept en le changeant quand même pas mal, parce que la partie ponton change beaucoup sur la Mercedes, je trouve, avec notamment une entrée qui est vraiment très verticale, très rectangulaire, et plutôt verticale, contrairement à l'année dernière où en fait on avait plutôt une entrée qui partait légèrement en triangle vers le bas, comme ça, qui venait épouser vraiment le fond plat par la suite. Là, c'est vraiment très net. Et beaucoup plus fin du coup à cet endroit-là. Peut-être que ça va permettre d'éviter de la traîner. On retrouve les saucisses qui sont de retour, qui partent donc vraiment du halo jusqu'à la B-wing et jusqu'au niveau de l'échappement. Et sinon, au niveau de l'aileron avant, on est sur un aileron qui est plutôt simple. Alors encore une fois, comme toutes les équipes quasiment maintenant, elles reprennent le concept outwash, donc qui permet d'évacuer l'air vers l'extérieur des roues avant. Mais sinon, on attend de voir demain. Je dis beaucoup ça, mais c'est vrai que j'ai plutôt hâte de voir ça, de voir les monoplaces rouler demain sur la piste pour voir un petit peu tout ce qui va évoluer. De toute façon, toutes les petites infos, les petits trucs, les petits sur les voitures, etc., les évolutions, je vous en tiens informé sur Insta. N'oubliez pas d'aller me suivre. Je force, je sais. Voilà. On va passer maintenant à Alpine, la dernière équipe qui a présenté sa voiture, l'équipe de France de Formule 1 avec la team normande, Esteban Ocon et Pierre Gasly, donc, qui étaient à Londres pour présenter la A523, si je dis pas de bêtises, qui elle aussi reprend les saucisses et qui continue, on va dire, avec son concept de ponton très creusé, très fin, mais qui descendent plus franchement, j'ai l'impression, que l'année dernière, ou c'est peut-être moi, mais en tout cas, voilà. Donc il reprend un concept plutôt connu, avec le museau qui vient s'attacher directement sur le plan principal de l'aileron avant. La voiture avait fuité quelques jours avant, puisqu'ils avaient fait un filming day à Silverstone, et la voiture avait fuité. Mais en tout cas, une belle évolution, je trouve, de l'année dernière. La voiture est plus agressive. Visuellement, c'est un peu le cas pour toutes les monoplaces cette année. Par rapport à l'année dernière, on sent des voitures qui sont, des pontons qui sont plus ajustés, on va dire, autour du moteur. Sauf pour des équipes comme Ferrari ou Alfa Romeo pour l'instant, qui restent sur des concepts un petit peu différents. Ce qui est très intéressant, je trouve, c'est que même s'il y a pas mal d'équipes du milieu de plateau et fond de plateau qui ont décidé de copier un peu Red Bull, un peu de Red Bull, un peu d'Alpine, ça reste très intéressant de voir quand même que au niveau en tout cas des 3 top teams ou des 4 premières équipes au moins, ça reste sur des concepts très différents. On a le Zero Pods de Mercedes, on a un concept plutôt
avec des sidepods assez généreux de Ferrari creusés en baignoire. On a ce concept de ponton très fin, très creusé d'Alpine. Les pontons très fins et qui descendent, on va dire très franchement chez Red Bull. Donc il y a plein de concepts différents. Je trouve ça très intéressant que les équipes poussent leur concept jusqu'au bout, sans se dire toutes, bon bah allez, on va copier Red Bull parce qu'ils sont champions du monde. Ça, je trouve que c'est très cool. Et Alpine notamment reste fidèle à son concept. Mais comme j'ai dit, de toute façon, vu le nombre d'équipes qu'on a vu s'inspirer d'Alpine, je pense que c'est plutôt de bon augure. On a eu l'occasion d'avoir 2 livrées comme l'année dernière, une première bleu et rose, donc avec le sponsor BWT qui sera toute l'année, et la deuxième qui sera pour les 3 premiers Grands Prix de l'année, sûrement aussi pour les essais hivernaux. Je ne sais pas si aux essais hivernaux elle sera bleue ou rose, mais en tout cas une livrée complètement rose, dédiée donc en sponsor BWT. Voilà, alors bon, la livrée de l'Alpine, moi j'étais fan en 2021. 2022, le rose, j'avoue, je suis moins fan. Là, cette année, surtout, ça fait beaucoup de noir aussi parce qu'il y a beaucoup de carbone apparent. Bleu, noir, rose, je sais pas. Je suis encore mitigé, j'attends de la voir en piste. La rose, toute rose, est plus sympa, je trouve, presque. Parce que justement, alors c'est con parce que vraiment le logo BWT c'est du bleu et du rose, mais enfin avec un peu de blanc. Mais je trouve le bleu et le rose, je sais pas, ça va pas très très bien ensemble, j'ai l'impression. Enfin, c'est mon avis, hein, mais voilà. En tout cas, le bleu de l'Alpine avec le noir et le rose, je suis pas fan absolu. Mais la rose est plutôt sympa, voilà. Et Alpine, comme j'ai dit hein, depuis le début, je les vois plutôt 4e, on va dire, à la bataille serrée avec Aston Martin. Et voilà, je les vois pas aller chercher Mercedes, Ferrari et Red Bull. Pas encore, peut-être se rapprocher, pourquoi pas, des podiums, ça serait un peu l'objectif, hein, je pense, à demi avoué, enfin ils en ont parlé pendant le lancement, mais je pense que c'est un petit peu l'envie qu'ils ont, c'est d'aller chercher des podiums, mais plus ça va être compliqué. Hein. Une victoire peut-être sur un malentendu, enfin sur une course un peu folle, mais pas beaucoup plus à mon avis. Voilà, on a parlé un peu de tout. Sachez que vendredi, vous allez pouvoir aussi découvrir la nouvelle saison de Drive to Survive, donc n'hésitez pas à aller voir ça. C'est la fin de cet épisode spécial hiver / lancement 2023. On se retrouve dans 2 semaines à peu près, un petit peu moins, juste après le Grand Prix donc de Bahreïn pour le débriefer, le détailler tout simplement. D'ici là, vous pouvez regarder les essais hivernaux qui sont disponibles sur Canal+ et sur la F1 TV Pro. Et sinon, nous, du coup, on se retrouve très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de liker si ça vous a plu. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram, je continue le forçage jusqu'au bout. Et sur TikTok aussi, je mets des TikTok des fois de temps en temps quand j'y pense. Et aussi donc d'écouter le podcast si jamais vous en avez envie. Voilà, vous n'êtes plus obligé de le suivre sur YouTube, vous pouvez maintenant l'écouter partout avec vous. D'ici là, portez-vous bien. Ciao ciao.